concerne la position de la caméra. Nous reprenons donc les diffusions des conseils municipaux. Mais avant de commencer, donc là il y a des petits réglages à revoir. Avant de commencer ce conseil municipal, j'aimerais qu'on rende hommage à quelqu'un qui vient de nous quitter. En la qualité de M. Gérard Pécard, papa de Mathieu, et donc je vous propose de lui rendre hommage et de faire une minute de silence. On va pouvoir procéder à l'appel. Donc en l'absence de Marina et de Mathieu, c'est Jean-Baptiste qui va faire l'appel. Jean-Bernard, pardon. Ratchevich Bruno. Présent. Journée Karl. Présent. Parsi Amélie. Présent. Charles Vincent. Présent. Souplé Anne-Marie. Présent. Descartes Mathieu. Absent Bouvard Bruno Ratchkevich. Bonafou Alain. Présent. Choquet Jocelyne. Présente. Arvant Marius. Présent. Flamand Henriette. Jacquemin Olivier. Présent. Kutchera Sabrina. Présente. Laloy Élodie. Présent. Mouille Jean-Bernard. Présent. Rodriguez Marina. Absente Bouvard Amélie Parsi. Thierry Jean-Yves. Présent. David Chantal. Présente. Ego Gauthier Isabelle. Présente. Dufour Joanne. Bien. Merci. Si j'aurais besoin d'un ou d'une secrétaire de séance pour ce conseil municipal. Amélie, merci. Bien. Bon. Vous avez tous été destinataires du compte-rendu du dernier conseil municipal. Est-ce que ce compte-rendu apporte des remarques particulières? Oui, non. Ok, j'en vois pas. On pourra mettre au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Ok, bien. Eh bien, on va pouvoir commencer notre conseil municipal, comme vous avez pu le voir, et de toute façon, c'est pour ça aussi que l'on se réunit aujourd'hui. C'est simplement pour travailler sur tout le budget de cette année. Alors, c'est un des conseils où j'ai très peu de choses à dire. J'ai quand même quelques remarques que je peux réaliser, que je peux faire. Mais l'essentiel du travail a été fait par, d'un côté, d'un point de vue technique, par nos services de comptabilité et par monsieur Nicolas Pett, et d'un autre côté, par Vincent Charlet. Ce qui fait que la présentation sera couplée entre d'une part Vincent d'un côté et de l'autre côté de M. Pett pour différentes interventions techniques. Voilà, Vincent, je te laisse la parole. Ouais. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Effectivement, c'est un conseil municipal très important puisque une fois par an, on va faire ce qu'on appelle voter le budget écoulé et le nouveau budget. C'est un moment important dans une commune puisqu'il donne nos orientations en termes de fonctionnement, en termes d'investissement. Alors pour ma part, avec Nicolas, on a travaillé, et ainsi que notre comptable Florence, on a travaillé à ce qu'il soit le plus transparent, le plus précis surtout,
et qui parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de vous noyer dans des grilles où vous avez tout le détail des comptes et tous les comptes. Vous les avez tous reçus dans vos boîtes mail. On va essayer surtout de vous donner, de travailler sur ce budget en vous donnant des exemples précis, en vous donnant des chiffres précis. Parce qu'en fait, ce qui compte pour les habitants, c'est de savoir notre capacité d'investissement et l'état des finances de la commune. Donc pour cela, je vous propose déjà première chose en introduction, il faut savoir que les finances de la commune dépendent également de ce qui se passe au niveau national. Donc je vais introduire déjà cette partie-là, et vous savez que on voit tous les jours au niveau de l'actualité. Aujourd'hui, l'État est fortement endetté. Qui dit l'État fortement endetté, il est obligé de décentraliser beaucoup. Le mot décentralisation est sorti en 1989 avec M. François Mitterrand qui a justement donné, on devait entretenir nos écoles, etc., et nous faisait des subventions, par exemple. Aujourd'hui, toutes ces subventions sont de plus en plus à la baisse, et de plus en plus, on décentralise sur nous, les communes, et fortement par rapport à ce qui se passe au niveau national, notre budget est fortement impacté. Donc on va y travailler. Moi, je vais vous proposer une présentation qui va être de l'ordre technique, le plus clair possible, avec M. Nicolas Pett, et entre deux, j'interviendrai également avec des exemples précis pour que tout le monde soit dans le contexte et que tout le monde comprenne bien les enjeux d'un budget et l'enjeu futur du budget 2026. Donc, je vais laisser la parole pour commencer techniquement avec M. Nicolas Pett, et de temps en temps, même très souvent, je reviendrai pour vous donner des exemples et pour bien vous expliquer. Je veux que vraiment que les habitants comprennent, ainsi que vous. Voilà. Essayez de susciter de l'intérêt, surtout. À ton tour, Nicolas. Bonsoir à tous. Alors, même si la commune de Walchin n'est pas soumise à l'orientation d'un débat budgétaire, nous avons souhaité vous présenter une lecture globale de notre situation financière afin d'éclairer les débats de ce soir. Comme cela se fait depuis quelques années, chaque membre du Conseil était destinataire d'un document de préparation budgétaire, on l'appellera comme ça ici à Walchin, en complément des documents réglementaires qui vous ont été transmis dans le cadre de la préparation de ce Conseil. L'idée, c'est effectivement de pouvoir s'imprégner du contexte et des enjeux d'avenir. Alors, on va simplement, si vous le voulez bien, regarder les quelques slides afin de contextualiser les débats budgétaires. Alors, on commencera par une présentation synthétique du résultat budgétaire 2025. Ensuite, on parlera rapidement des principales dispositions de la loi de finances pour 2026. Et puis, on terminera par la capacité d'investissement de la commune sur 2026. Voici, dans un premier temps, les résultats de la section fonctionnement. Donc, il s'établit en recettes à 2 695 933 et en dépenses à 3 909 362 pour un résultat comptable à hauteur de 386 570 €. Ici, c'est le résultat comptable. Et en bas de l'écran, vous voyez les différents résultats comptables qui ont été réalisés depuis 2018. Effectivement, on voit que ces résultats ont pu s'améliorer pour diverses raisons que je ne détaillerai pas ici, mais entre 2018 et 2025. Nicolas, c'est quand même très important de notifier, ça c'est important, entre 2018 et 2025. Il faut savoir qu'en 2021-2022, c'est un peu tronqué, puisqu'on était dans ce qu'on appelle les années Covid. Donc comme vous voyez, en 2021, on réalise 639 360. Et ensuite, vous avez une tendance quand même qui s'est équilibrée, et qui est toujours entre 500 et 350 000 €. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire que c'est notre ligne de conduite aujourd'hui, à ce jour, dans ce qu'on appelle en résultat net de la section. Donc voilà. Alors, je vous demande de bien retenir ce chiffre, par contre. Alors, il y a quelques chapitres aujourd'hui qu'on a toujours fait apparaître, mais qui tendent à l'avenir à ne plus être visibles sur nos comptes, puisque à l'époque, là, on avait des remboursements de charges de personnel qu'on devait mettre au chapitre 13. Aujourd'hui, le SGC Wallace nous demande
d'imputer les dotations, les remboursements de l'État, notamment sur les remboursements de charges de personnel, plutôt au chapitre 74. Alors là, il y a une petite partie encore des remboursements de charges de personnel qui sont arrivés ici, mais globalement, elles arrivent plutôt maintenant au chapitre 74. Donc il y a de grandes chances que l'année prochaine, vous ne voyez plus apparaître, en tout cas, des remboursements de charges de personnel sur ce chapitre-là. Les ressources des services, ce que les familles payent pour nos cantines, payent pour les garderies, payent pour divers services mis en place par rapport à la commune. Les chapitres de la fiscalité, la fiscalité directe des administrés, notamment, les dotations et participations de l'État. Les loyers perçus, quand la commune encaisse des loyers d'une habitation, encaisse des loyers de location, de salles par exemple. Les recettes financières, c'est un petit placement qui ramène chaque année à la commune quelques euros. En contrepartie, vous voyez au chapitre 11, les charges à caractère général, le quotidien de la commune à 698 000 euros, les charges de personnel à 1 396 000 euros, les atténuations de produits, 6 693 euros, les subventions, les participations, donc notamment les subventions aux différents syndicats, mais aussi les subventions aux associations, mais aussi les indemnités des élus, par exemple, les frais financiers, les intérêts de la dette, voilà. Les charges exceptionnelles, que vous voyez au chapitre 67, et le chapitre 42, ce sont les amortissements. Les amortissements, c'est une opération d'ordre. Elles s'inscrivent à la fois en dépenses de fonctionnement, mais deviennent une recette d'investissement. Donc c'est une opération qui n'est pas financière, qui est juste budgétaire. Voilà, en tout cas pour le conseil municipal, vous avez aussi été destinataire de cette rétrospective qui marque l'évolution de la commune, tant dans les produits que les recettes, avec différents ratios, les épargnes de gestion, les épargnes nettes, l'encours de la dette, qui effectivement, la commune s'est nettement endettée depuis 2018 sur ce tableau-là. Et puis les seuils, on verra juste ensuite, les seuils d'alerte qui permettent d'avoir des ratios pour analyser la santé financière de la commune. Alors on voit bien, dans les années 2018-2019, on flirtait avec le seuil d'alerte. En 2018, on avait dépassé ce seuil d'alerte. Et effectivement, pour plein de raisons, et le fait que la dette baisse et que la commune récupère des marges financières, des marges de manœuvre financières, cette capacité de désendettement est revenue à des ratios plus conformes. Également, c'est mécaniquement la même chose pour l'épargne brute, où on est aujourd'hui à des seuils qui sont au-dessus des 8%, qui est le seuil d'alerte du taux d'épargne. Voilà, ce que je viens de vous dire, effectivement, vous le retrouvez sur la slide suivante. Voilà. C'est ce qui permet notamment au service de l'État de contrôler la santé financière des communes. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais ce sont des ratios importants. Alors c'est très important ce que Nicolas vient de vous dire, puisque vous voyez, vous avez un petit peu vu le tableau, la synthèse, vous voyez que le seuil d'alerte est à 12, et que nous aujourd'hui, de mémoire, on pourrait être à 4,2 juste avant pour slide d'avant, je ne vois pas bien Nicolas. Juste avant, reviens sur le tableau d'avant s'il te plaît. La commune a un ratio de 3,2. Bon, reviens, rétrospective, juste avant si tu peux. Vous voyez que on est sur 3,7. Alors je vous explique quand même, c'est très important, ce seuil d'alerte est vraiment très important, puisque, allez, je vais donner un exemple. Une fois qu'on a dépassé ce seuil d'alerte, vous êtes automatiquement très scruté par la sous-préfecture, monsieur le sous-préfet, vous dit attention, là vous avez dépassé, et les conséquences c'est que c'est terminé. En fait, si vous voulez, c'est lui qui prend en charge la commune, jusqu'à temps qu'on puisse redresser la commune. C'est-à-dire que, comme j'ai expliqué notamment en commission finance, pour ceux qui étaient là ou en commission ou avec des élus, on aurait pieds et mains liés, plus de fêtes et cérémonies, toutes choses comme ça, il prend et on se contentait du strict minimum pour le fonctionnement de la commune, et ni monsieur le maire ni personne ne pourrait pouvoir intervenir à faire des investissements ou autre. Donc ce seuil d'alerte, il est vraiment très important.
que ce soit son seuil d'alerte de capacité de désendettement ou que ce soit le seuil d'alerte de taux d'épargne. Le taux d'épargne est également très important. L'épargne permettra de nous d'épargner, bien sûr, comme son terme le dit, pour la suite. Et ce seuil d'épargne, c'est notre capacité également par la suite de pouvoir investir, de pouvoir éventuellement faire des prêts ou autres, etc. Voilà. En synthétisant un peu généralement ce que c'est que ces seuils d'alerte. Donc aujourd'hui, vous voyez qu'on est bien en dessous par rapport aux 12%. Donc c'est 2 ou 12, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'on est, entre guillemets, une commune riche. Pas forcément riche, mais on va plus parler de gestion, effectivement. Riche en gestion. Voilà l'évolution au regard de l'exercice 2024 et 2025, voilà, avec une augmentation au 0,11, tant au 0,11 qu'au 0,12, avec par contre effectivement moins de dépenses sur le chapitre subventions et indemnités et les intérêts de la dette. Là aussi, ça fluctue en fonction d'un élément qui ne soit pas maîtrisé par la commune. Donc cette année, pour 2025, le montant des intérêts de la dette était moins important. Alors il y a une dépense de fonctionnement au 0,11 de plus 8,55%, soit 55 000 euros. Autant sur les énergies, ça continue de baisser depuis la crise 2022 passée, avec ce qu'on a connu comme flambée des prix au niveau des énergies. Sur l'électricité, moins 19 000 euros, le gaz moins 3 000 et l'eau moins 4 500. Donc là, il y a des bons indicateurs tant en termes de consommation que aussi ce qui a été entrepris sur la commune en matière de transition énergétique. Il est important de bien comprendre également que ces investissements qui ont été faits justement sur la transition économique énergétique, on les voit pareil, parce que les fluides, c'est vrai qu'ils ont baissé, mais aujourd'hui, un peu partout, on voit que ça augmente, le gaz, le pétrole, etc. Et nous, cette capacité à avoir pu réagir rapidement je prends l'exemple, dans les écoles, comme vous le savez, on est au maximum de ce qu'on peut faire dans les écoles, on a résolu tous les plafonds de l'école primaire en payant 0 €, puisque c'est ce qu'on appelle la prime pollueur-payeur. Donc c'est eux qui ont payé. On est passé à l'école maternelle, tout est passé en LED. Tous ces investissements et tous les petits efforts de chacun qui utilise les locaux permettent justement de baisser ces fluides et ces dépenses énergétiques. Voilà. On a la chance aussi d'avoir des rivières qui sont un peu moins rigoureux, donc la consommation de gaz s'en ressent. En contrepartie, notre chapitre prestation de services contrat de maintenance est nettement en augmentation, plus de 45 000 euros. Des entretiens des véhicules, par exemple, on a eu pas mal d'entretiens de véhicules, notamment de services techniques, à réaliser à plus de 8 500 euros. On voit aussi que la politique des sorties et déplacements coûte à la commune par rapport à 2024 à 17 000 euros. Donc effectivement, il y a des baisses d'un côté et il y a quelques hausses de l'autre, ce qui fait qu'effectivement le chapitre 011 est en augmentation à plus 8,55% pour 2025. Alors, je me permets, Nicolas, je vais t'interrompre souvent. Il y a des chapitres comme ça que vous verrez augmenter, tout simplement, quand on parlait des sorties, je vais quand même aller un petit peu plus loin dans les exemples. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a eu monsieur le maire, à la demande de monsieur le maire, il y a déjà, je ne sais plus, il y a 2-3 ans, tu avais demandé un 3 ans, ce qu'on appelle une étude sociale, en fait, sur la commune, pour savoir un petit peu comment améliorer ses sorties, les personnes âgées, les plus jeunes, etc. Alors, on a beaucoup travaillé sur les personnes âgées, et donc, il a été ressorti qu'en fait, il fallait plus sortir nos aînés, avoir plus de voyages. Donc, monsieur le maire a pris en compte ce rapport, comme quand le président de la République demande des rapports sur diverses choses. Monsieur le maire a pris en compte ce rapport et a mis en place un correctif pour justement plus sortir nos aînés par des voyages que vous avez pu voir tout au long ici des 2 dernières années. Je prends tant que d'ailleurs hier, il y a encore eu les cerfs-volants de Berck. Voilà un petit peu. Donc on s'appuie sur des rapports de la commune que monsieur le maire demande, et on essaye en fait de répondre à ces rapports par de l'investissement. C'est une forme d'investissement. On dépense de l'argent pour répondre à ces attentes sociales chez nos aînés. Voilà. Ensuite, un petit focus sur les charges de personnel. Vous voyez l'évolution aussi pôle par pôle, le pôle administratif, le pôle technique, le pôle cohésion sociale, dans lequel on trouve l'enfance, la jeunesse, la musique, la bibliothèque, les animations sociales dont tu viens de parler, Vincent, et puis le pôle sécurité avec la police municipale.
Voilà, donc les chiffres sont présents devant vous. Je ne les commenterai pas particulièrement, mais je vais les vous commenter. avez l'évolution. Je me permets, Nicolas. Je vais les commenter. Donc là, vous avez vraiment les quatre lignes qui sont directrices de la commune. Donc vous avez l'administratif. L'administratif, c'est tout ce qui concerne les services ici en mairie. Voilà, ce qui va vous donner les civils, les mariages, etc., etc. Vous avez les services techniques. Alors c'est très important de comprendre. Vous avez les services techniques. C'est tout ce que nos habitants nous demandent, c'est-à-dire les entretiens des espaces verts, nos entretiens de notre patrimoine, c'est-à-dire nos bâtiments communaux, et tous les services qu'on pourrait rendre à la commune. Il y a des chaises, des tables, et voilà, tout ce que les services techniques sont en capacité de faire aujourd'hui. Les illuminations de Noël, vous avez un large éventail de leurs compétences. Vous avez la cohésion sociale, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est les sorties, tout le contexte social enfance-jeunesse également, puisque dedans on retrouve par exemple la cantine à 1 euro, qui a été validée également il y a maintenant 2 ans, Amélie, je pense. 2 ans, vous avez la cantine à 1 euro, vous avez les sorties déjeuner, vous avez également les mercredis kids, par exemple, l'après-midi, voilà, à la journée. Donc vous voyez, en fait, se dégagent des tendances en fait où on a dépensé un peu plus d'argent par rapport aux autres années qui accompagnent les projets qui ont été réalisés par les élus sur le terrain. Et bien sûr, vous avez la sécurité de la police municipale. Donc c'est très important, ça vous donne un petit peu, en fait, ces 4 cases vous donnent un petit peu les orientations sur les actions qui ont été menées tout au long de 2022, 2023, 2024, 2025 et où on a plus investi en fait, où on a plus dépensé. Voilà. Sur la police municipale, étant donné que la police est mutualisée avec la commune de Bois-Brochin, effectivement, là c'est la dépense brute. Vous verrez sur l'exercice 2026 les remboursements relatifs à la commune de Bois-Brochin qui va contribuer à hauteur de 50% des dépenses, notamment de personnel. Alors, effectivement, il y a une augmentation entre 2024 et 2025. Voici un petit peu le focus. Le personnel titulaire pour 13 000 € de plus. Alors, il y a toujours, comme chaque année, un peu de glissement lié à cette technicité. Les agents en avancement dans leur carrière gagnent un petit peu plus de sous. Mais surtout, ça représente entre septembre et décembre l'arrivée de la police pluricommunale, puisqu'il y a des recrutements, un apprenti et un gardien brigadier qui sont pour beaucoup sur cette augmentation. Cette augmentation sera répercutée naturellement sur le premier titre 2026 à Bois-Brochin. On a un petit jeu entre les CDD et les contrats d'insertion, alors plus 81 et moins 99 000 €. On a toujours favorisé les contrats d'insertion parce que c'est une vraie volonté politique de travailler à l'insertion des personnes qui en ont besoin pour les accompagner sur le retour à l'emploi. Mais ces contrats d'insertion, aujourd'hui, ils sont pratiquement inexistants parce que c'est le sous-préfet, monsieur le sous-préfet, qui décide, en fonction de l'enveloppe budgétaire qui lui est allouée par sa maison mère, des contrats d'insertion. Et là où en 2021, 2022, on avait une majorité de contrats PEC, comme on les appelle, les contrats d'insertion, aujourd'hui on en a encore quelques-uns juste fléchés sur la jeunesse, c'est le sous-préfet qui le décide. Par contre, pour tous les contractuels du service technique, ce sont devenus des CDD classiques hors contrat d'insertion. Je m'excuse, Nicolas, je reprends. Donc là, vous avez vraiment un premier vrai impact sur ce que l'État décide. Vous voyez, comme Nicolas vous l'a très bien expliqué, aujourd'hui, l'État, les contrats d'insertion, pour eux, ça coûte beaucoup trop cher. Donc, ils ont dit, écoutez, nous, les collectivités, on va les supprimer. Donc, heureusement, ils ont quand même pu laisser un petit peu de contrats d'insertion pour la jeunesse. Alors, au départ, je vais quand même vous expliquer, au départ, on avait un contrat d'insertion sur l'année pour la jeunesse. Alors, imaginez, je vais juste vous donner un exemple. Aujourd'hui, cantine à 1 €. Cantine à 1 €. Ça a explosé. Forcément, les parents en profitent, c'est un service et c'est tout à fait légitime. Mais qui dit cantine à 1 € dit augmentation de la population dans les cantines, donc des enfants. Qui dit augmentation des enfants dit augmentation de l'encadrement, puisque vous savez qu'il y a des règles.
Donc en fait, vous voyez toute la nuance, c'est que d'un côté, effectivement, la cantine à 1 euro où on est subventionné, quelque part la cantine à 1 euro, mais nous derrière, on doit accompagner par l'augmentation de la fréquentation, par des animateurs, et de l'autre côté, monsieur le sous-préfet nous dit non, vous n'avez qu'un agent d'animation. Alors qu'aujourd'hui, on a dû multiplier par 2 ou par 3, non, on en aura recruté 3 ou 4 en plus, pour accompagner cette cantine à 1 euro pour encadrer les enfants via la réglementation qu'ils nous mettent en place. Donc vous voyez, cette nuance, c'est encore l'État fait ce qu'on appelle des phénomènes d'annonce. À nous derrière, si vous comprenez bien, de pouvoir y répondre, mais pouvoir encore dépenser de l'argent, justement par des contrats CDD, en l'occurrence, et plus de contrats d'insertion, puisqu'on en a plus. Alors la nuance, quand même, c'est que, voilà, monsieur le maire, je tenais à le souligner quand même, vous savez, quand monsieur le sous-préfet vient ici en mairie, ils ne sont pas là pour boire le café ou manger un pain croissant, monsieur le maire est là pour défendre la commune. Donc c'est vrai que l'année dernière, monsieur le maire, grâce à son intervention auprès de monsieur le sous-préfet, a réussi à nous avoir 2 contrats PEC supplémentaires. Quelque chose qui est exceptionnel. D'ailleurs qu'on ait le droit à 3 contrats PEC pour l'encadrement des enfants. Donc voilà, je tenais à souligner également le travail de monsieur le maire pour aller en représentation. Donc c'est important de le dire et de le savoir pour vous donner un peu le contexte entre le contexte national, les effets d'annonce et nous, ce que ça répercute sur les finances de la commune. Voilà. Les apprentis, il y a eu un apprenti au service technique et donc là on en parlait, une apprentie police municipale. Les cotisations restent stables et par contre les charges sociales sont en hausse. Il y a aussi une décision de l'État pour la cotisation, la hausse du point de cotisation pour la retraite des agents territoriaux, CNRACL, à plus 47 000 euros. Voilà, vous avez donc le petit focus sur les charges de personnel. Passons à la section investissement. Avec, on verra ensuite en détail les dépenses, mais sur les grands équilibres, sur le chapitre 20 et 21, vous verrez ensuite sur la slide suivante, 179 543 euros. Le 23, ce sont les travaux qui ont été réalisés Usinor sur 2025 à hauteur de 396 739 euros. Et donc le capital de la dette des emprunts, 219 147 euros. L'opération d'ordre, tout à l'heure je parlais d'une dépense de fonctionnement qui devient une recette d'investissement sur les amortissements, on la retrouve ici. Ensuite le chapitre 10 c'est le FCTVA, c'est la fraction de TVA que récupère la commune sur ses investissements N-1. Au chapitre 13, ce sont les subventions, là, pour le coup la subvention de la CAPH pour Usinor. Et ensuite, c'est tout, au chapitre 27, 1823 euros, là aussi c'est une subvention. Il y avait un emprunt liquide qui avait été inscrit au BP, mais celui-ci n'a pas dû être déclenché. Voilà, sur le détail des investissements, vous avez dans un premier temps les différents. Alors en haut, on a le renouvellement et les emprunts. Oui, les emprunts ici, effectivement, tous les prélèvements de l'emprunt. Ensuite, au 21-31, tout ce qui est lié aux constructions. Alors, construction, ça va du volet métallique de la mairie en passant par une alarme, un ballon d'eau chaude, le Carapaz de Neruda, par exemple, la réparation des décennies Carapaz de Neruda, la batterie pour les alarmes, de la fourniture de barrières. Voilà, c'est tout ce que font en général les services techniques en termes de réparation. Donc ça, ce sont des achats qui sont réalisés. Vous avez ensuite sur le 21-51 tout ce qui est lié au réseau de voirie, des barrières, des balisettes pour la sécurisation, des panneaux de signalisation, des plots à LED solaires pour les passages piétons, l'aménagement voirie place coton, les enrobés de la pyramide, des barrières rue Colonel Fabien. Voilà, vous avez finalement en gros une ligne directive de tout ce qui a été fait sur les travaux, sur la commune, en section investissement, c'est-à-dire qu'on investit, je donne l'exemple de nos routes, quand on fait un bitume, c'est l'investissement, on investit parce que la voirie, on doit l'entretenir, c'est à la charge de la commune d'entretenir une voirie. Donc c'est un investissement, on entretient notre voirie,
où on entretient nos bâtiments communaux. Voilà. Non, ça c'est vraiment de 23 634. Ensuite, il y a les autres réseaux qui sont liés là plus à l'éclairage public, avec la partie de la commune qui a été rénovée en éclairage public, les armoires qui ont permis la pose de variateurs pour un montant de 36 935 €. L'équipement caméra piéton de la police municipale. Et puis ensuite, vous avez aussi pour 14 385 €, le matériel outillage technique du service technique qui a dû être acheté pour pouvoir leur permettre de bien travailler. Ensuite, la vidéoprotection. Vidéoprotection, oui, juste en haut, à 21 817 euros. Un ordinateur portable qui a dû être acheté parce que l'ancien était en très mauvais état. Pour le service jeunesse, il y a eu un peu de mobilier, quelques armoires d'acheter. Et puis ensuite, sur les autres immobilisations, on se souvient des buts de football qui ont dû être changés pour les remettre aux normes, quelques bancs en bois, des pots décoratifs, il y a aussi le camion pour le service technique, le camion du service technique, des luminaires, un coffre-fort pour la police municipale, c'est une obligation aussi pour ranger certains matériels. Et puis enfin, on termine aussi par les immobilisations du Nord, dont on a eu peut-être le détail tout à l'heure. Alors, ce qui est important, pareil, je reprends la parole, vous voyez, 14 738 € pour les machines des services techniques. Aujourd'hui, il y a un point important, c'est que notre population est très demandeuse de services, c'est-à-dire des cimetières bien entretenus, des routes, des pelouses régulièrement tondues. C'est une demande forte de notre population. Nous, c'est normal, on est élus, on est là pour les écouter et répondre à leurs demandes. Mais forcément, on avait fait le choix, il y a 4-5 ans, de traiter ce qu'on appelle en régie. En régie, ça veut dire qu'on traite nous-mêmes. Pourquoi? Parce que cette demande était forte au niveau de la population. Ils voulaient de la réactivité, ils voulaient que ce soit propre, que le cimetière soit... Mais pour cela, on est obligé de les équiper, d'avoir des machines, d'avoir de l'outillage. Donc bien sûr, on se fixe ce qu'on appelle une limite, mais on est obligé d'accompagner cette demande en puissance des services de notre population. On est obligé de l'accompagner par ce qu'on appelle des moyens techniques. Donc vous voyez, tout est lié. Plus on est demandeur de services et plus on répond à la demande en service, notamment en entretien d'espace vert, plus on est obligé de venir compléter en investissement pour améliorer nos services. Voilà, surtout d'autant plus qu'on a, vous le verrez après, mais qu'on est très limité de plus en plus en ce qu'on appelle le recrutement dans le personnel. Et ça on verra après. Donc c'est sur les résultats budgétaires, donc le résultat cumulé en fonctionnement à l'issue de 2025 s'établit à 1 210 000 puisque on viendra ajouter donc le résultat comptable de 386 571 au résultat reporté N-1 qui s'élevait à 823 868, donc 1 210 439. Et par contre, sur le résultat cumulé, on a un besoin de financement qui s'établit à 520 000 €, c'est structurel. L'excédent cumulé en fonctionnement viendra couvrir le besoin de financement en investissement. Ce qui donnera effectivement, et ça vous le discuterez tout à l'heure dans la délibération d'affectation du résultat, un résultat cumulé, 1 210 439, le besoin de financement de la section investissement, et donc un report au C02 au fonctionnement à hauteur de 689 441. Un point important quand même, vous voyez, on est en déficit dans ce qu'on appelle l'investissement. Alors, rien de grave, vous voyez qu'on reporte nos reprises de fonctionnement, on a une affectation au compte à 520 997,30. Alors pareil, ce qui est important de savoir également, l'investissement, on ne peut pas toujours rester négatif. Il faut le savoir, on est d'accord Nicolas. Pour l'instant, il n'y a rien d'urgent, mais par la suite, le sous-préfet peut nous faire une remarque. Il est couvert. Il est couvert, bien sûr. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Il n'y a pas de sujet, mais voilà, par la suite, il faudra... On devra travailler un déficit d'investissement sur plusieurs années, parce qu'il y a des jeux d'écriture entre la dépense initiale et le retour de subvention qui peuvent prendre un certain temps. Évidemment, l'idée, c'est de couvrir en priorité le déficit d'investissement. Là, la commune, depuis
depuis de nombreuses années, a cette capacité à couvrir tous les ans ce déficit d'investissement. On est capable de le couvrir, c'est pas un sujet effectivement comme dit Nicolas, mais il faudrait pouvoir par la suite, dans une feuille de route établie sur le plus moyen terme, pouvoir investir un peu plus, en fait, justement, pour pouvoir combler un peu, avoir au moins que ces 520 000 euros d'investissement. Parce que quand on fait de l'investissement, c'est qu'on investit également pour la commune. Aujourd'hui, vous voyez, avec les dépenses de fonctionnement, il faut pouvoir équilibrer tout ça dans un budget et c'est pas facile. Parlons loi de finances. C'est 2026 en gros. Le taux national de croissance du PIB s'établit à 0,9% en 2025. La progression attendue pour 2026 serait de 1%. Et donc l'inflation a atteint 0,9% en 2025 et est attendue à 1,3% en 2026. Le budget de l'État a adopté le 2 février une loi de finances pour 2026 qui a été promulguée le 20 février. Au niveau national, l'épargne des collectivités serait maintenue en 2025 avec une progression des volumes d'investissement en cette première année de mandat municipal qui aurait été financée par une progression comparable au recours au financement par l'emprunt. Parmi les mesures qui concernent le bloc communal adopté dans le cadre de la loi de finances figure donc une très légère, vraiment très légère, en tout cas pour Holstein, une progression de l'enveloppe de la DGF, on en parlera tout à l'heure, au sein de laquelle les progressions des dotations en péréquation est financée par la baisse de dotations forfaitaires et dotations de compensation. Un maintien de la péréquation horizontale, le FPIC, et reproduction du DILICO. On n'est pas concerné cette année par le DILICO, et heureusement, c'est l'État qui fonctionne parfois sur des communes dites riches, un prélèvement justement destiné à combler la dette de l'État. Par contre, là où on est directement touché, c'est sur l'article 129, la réduction de la compensation des valeurs locatives des établissements industriels et de ces coefficients. On a quelques-uns d'importants, moins 19,3% dans la limite des 2% des recettes réelles de fonctionnement. On en parlera tout à l'heure sur l'impact que ça a sur la commune. Pour la porte du nom, décalage N+1 du versement de fonds de compensation de la TVA, il y aura des impacts aussi certainement dans la gestion de l'EPCI. Baisse de 260 millions d'euros au niveau national, des concours financiers de l'État aux collectivités, ça donne la tendance. Pour la taxe foncière, notamment des administrés de la commune, coefficient de revalorisation des valeurs locatives cadastrales limité à 0,8, souvenez-vous en 2022-2023 c'était plus de 7%. Et là aussi encore, tout à l'heure on parlait de la hausse des cotisations retraite des agents de la fonction publique, encore cette année et encore l'année prochaine, la hausse de 3 points du taux de cotisation pour la retraite des agents territoriaux. Attends, donc je me permets, vous voyez là il y a deux mesures fortes importantes de l'État. Pourquoi, comme je vous disais au début, que l'État en fait aujourd'hui fait ce qu'on appelle un cadeau fiscal aux entreprises, vous le voyez, donc le cadeau fiscal est de 19,3, très bien, j'ai pas de problème, il faut relancer l'économie en France. Et vous voyez en fait l'État, pour bien que vous compreniez, fait un cadeau fiscal qu'ils assument, qu'ils communiquent, super. On va baisser vos charges, on va baisser vos impôts, mais vous voyez qu'en faisant ce cadeau fiscal, c'est pas eux qui payent, c'est nous les collectivités, puisqu'on a impacté directement sur ce qu'on appelle la charge foncière, ce qu'on récupère en impôt foncier, de 19,3%, ce qui n'est pas une mince affaire. Vous voyez l'impact en fait des décisions de l'État sur nos communes, c'est très très important, et notamment le point d'indice retraite, etc. Donc ça c'est important, chaque décision qui est prise au niveau national impacte forcément nos communes, et là vous avez vraiment l'exemple vraiment typique de ce que peut être les prises de décision de l'État. Alors concrètement comment ça se traduit? Ça se traduit en un petit impact positif pour la dotation de solidarité rurale, qui est une fraction de la DGF, qui représentait 37 000 euros pour achat en 2025. On aura un petit 40 000 euros pour 2026. En revanche, c'est largement compensé par la perte attendue sur les compensations fiscales, dont on vient de parler, sur les établissements industriels. On va trouver autour de moins 67 000 euros. À titre d'information, en 2022, la commune
quand je suis arrivé, touché 415 000 euros. Cette année, le produit attendu est de 315 000 euros. Voilà, entre 2022 et 2026, je vous laisse compter, 415 moins 300 000, et 315, ça fait une somme bien rondelette. 100 000. Voilà. Tout à l'heure, la révision nationale des valeurs locatives à plus 0,8 se traduirait par une progression du produit fiscal limité à peu près 10 000 euros. Et puis de l'AGLO, dans le même temps, les participations versées par la communauté d'AGLO à la commune de Chin seront mises sous pression au vu de la baisse annoncée des participations d'État aux EPCI. Parce que directement, notre aglo va être impacté également sur par ces EPCI, donc on n'est plus sûr d'avoir autant de subventions, pas autant on en avait, parce qu'on travaillait pour avoir ces subventions, mais aujourd'hui ça va être de plus en plus serré, de plus en plus restreint, puisque nos aglos, notamment nous la CAPH, va avoir de moins en moins d'argent à redistribuer auprès des collectivités. Je vais faire une petite remarque. Toutes les agglomérations industrielles, donc la nôtre en particulier, la communauté d'agglo de la Porte du Hainaut, sont excessivement touchées. Il y a certaines communautés d'agglomération qui ne perdent pratiquement pas de subventions attribuées par l'État. La CAPH doit perdre plus de 5 millions d'euros. Il faut savoir que quand la commune de Chin perd 67 000 euros sur les compensations des locaux industriels, l'aglo on perd beaucoup plus, puisque nous, on ne retouche qu'une petite partie de cette fiscalité. C'est l'aglo qui touche le plus gros morceau, si je peux m'exprimer ainsi. Alors, en dépenses de fonctionnement, nous, les services, on vous dirait qu'il y a une nécessaire maîtrise des charges. Si l'objectif, tout à l'heure en préambule, on parlait de la capacité d'épargne de la commune, si cette préservation était retenue par le conseil municipal, les inscriptions en 2026 au titre des dépenses de fonctionnement s'établiraient à des niveaux comparables à ceux de 2025. Et donc il faut noter que la révision de la hausse des taux de cotisation pour les agents de la fonction publique, vous voyez, un 34,65 en 2025, ce qui était le cas 37,65 en 2026, pourrait avoir un impact estimé à plus 35 000 euros de crédit supplémentaire. Moins 67, plus 35, les 100 000, ils sont là. Donc en intégrant le résultat reporté de 2025 à la virement de section de fonctionnement et à la section d'investissement, diminuerait en 2026 et passerait de 617 000 euros en 2025 à 538 000 en 2026, soit une baisse de 13%. Il faut néanmoins noter que malgré cette baisse, le virement couvrirait toujours honnêtement le montant du capital de la dette. C'est important. De toute façon, le plus important sur le résultat budgétaire, c'est de pouvoir toujours couvrir le capital de la dette en priorité, pour rembourser ses emprunts en 2026 qui s'élève à 220 225 000 euros. C'est ça. Alors la dette, en janvier, 1 468 483 avec un taux moyen de 2,81. Bien sûr, la dette, l'annuité de la dette à 220 000 euros, 988, et les intérêts prévus 40 142, donc total d'annuité de la dette réelle 261 130. Ce qui est important pour la commune, c'est toujours de couvrir ces 220 000 euros en priorité. Bon, chaque année, on remet le même tableau, mais c'est jamais beaucoup mieux. Ce que pouvait toucher la commune sur la dotation de l'État, tant en dotation de fonctionnement qu'en dotation de solidarité rurale, dans les lois de décentralisation des années 80, il avait été prévu que pour entretenir des écoles, la construction des écoles, notamment je parle des écoles, mais l'État puisse aider les communes par une dotation. Alors effectivement, elle était conséquente à Holchin dans les années 2000-2010. Et puis aujourd'hui, l'État, vous le savez, dans l'actualité, se désengage à sa manière. Je ne fais pas de commentaire, mais effectivement, c'est un constat. La commune a un potentiel financier, fiscal au-dessus de la moyenne nationale. Et il y a plusieurs mécanismes sur la DGF. Ça, je pense, techniquement, ça demande à être réactualisé, parce que je pense qu'entre les années 2000 et les années 2000, presque 30, c'est plus la même époque.
Mais voilà, où la commune touchait entre 270 et 280 000 euros. Aujourd'hui, elle en touche plus que 40 000. Je vais me permettre d'apporter encore là-dessus. Comme Nicolas vous l'explique, notre DGF baisse car aujourd'hui on est en une fiscalité importante. On va pas dire importante, on reçoit, on a une population, on va dire, qui paye des impôts aux riches. C'est totalement faux. En fait, aujourd'hui, socialement, on est pareil qu'à Denain ou à Voluy ou je sais où. Mais voilà, dans notre population, il se peut qu'en fait, on a une dizaine de ménages qui payent un taux d'imposition quand même relativement assez haut. Et je dis ça, j'en sais rien, hein, mais une dizaine de ménages font qu'aujourd'hui, on est considéré comme commune riche de plus de 40% par rapport à d'autres communes, comme je prends à Voluy ou Denain. Donc de ce fait-là, aujourd'hui, on a la DGF qui baisse fortement. La DGF, c'est ce que l'État prend en charge des écoles et ils ont voulu reverser pour entretenir nos écoles en raison aujourd'hui de cette partie fiscale. Voilà. Alors que aujourd'hui, en fait, c'est juste un chiffre, parce que je suis sûr qu'une moyenne, sur l'ensemble d'une moyenne sur les familles de Auchan, on est pareil que dans les autres communes voisines. Voilà. Et puis pour information, les taux communaux, effectivement sur les feuilles d'impôt que les administrés peuvent lire, on voit des taux qui sont nettement supérieurs, notamment sur la foncière bâtie, à 2008-2010, ces années-là. Mais il faut rappeler que c'est la part communale qui est conjuguée à la part départementale. Donc effectivement, il est toujours important de rappeler aux administrés que la commune n'est pas passée de 18,57 à 38,79 ou 38. Il y a toujours le taux de la part communale qui est distinct pour nous de la part départementale, mais c'est pas forcément très clair sur la feuille d'impôt. Sur la feuille d'impôt, en fait, aujourd'hui, la part communale, elle est noyée. Quelque part, vous l'avez bien compris, c'est important. Des fois, nos habitants nous posent la question, alors je parle au niveau de nos habitants, nous posent la question, oui, non, mais non, on n'a pas augmenté l'impôt, c'est noyé, donc c'est un peu tronqué les chiffres. Comme vous le voyez, en 2008, le taux d'imposition, je parle de la commune, était à 18,57. Comme vous le voyez en 2025, on est à 18,49. C'est-à-dire qu'on est en dessous du taux d'imposition de 2008. Il y a une statistique quand même qui a été établie, c'est des chiffres vraiment précis, on pourra vous les donner. Ici, au niveau du canton, on est une des communes avec le taux d'imposition le plus bas. Je ne vais pas nommer d'autres communes, mais il y a des communes qui sont bien au-dessus de nous. Donc c'est vrai que, je reviens sur tout à l'heure ce que je disais, quand le sous-préfet disait qu'on est une commune riche fiscalement, et bien quand on lui demande justement d'augmenter, vous voyez notre subvention tout à l'heure, il dit non, augmenter les impôts. Vos habitants ont les moyens. Non, vous voyez, c'est pas le but. Donc ça, je tenais vraiment à le signaler. Aujourd'hui, on a quand même des taux bien en dessous d'imposition par rapport à 2008. On est à 18,57. Pour les orientations du budget primitif 2026, le volume budgétaire total des recettes attendues à 2026 est quasi identique à celui inscrit au budget primitif 2025. Les ressources régressent à cause notamment, on en a parlé suffisamment précédemment, de la réduction de la compensation des valeurs locatives et des établissements industriels. Pour préserver les capacités à investir de la commune, il est proposé de limiter les inscriptions budgétaires à inscrire en dépenses de fonctionnement. La baisse des inscriptions de BPABP porte principalement sur le chapitre 11, des achats de prestations, où le volume total des inscriptions passerait de 2624 € à 2571 €, soit une baisse de 2%. Et dans ce schéma, le virement dégagé à la section de fonctionnement pour financer les investissements s'élève à 538 441 €. Alors évidemment, dans ce que vous voyez sur le VP, comme chaque année, ce sont des prévisions, des montants maxi. Alors en recette, on va toujours minorer la prévision. En dépenses, on va toujours les maximiser, mais l'objectif est toujours de dégager un excédent, d'avoir toujours moins de dépenses que de recettes, puisque c'est plus que nécessaire. Donc les chiffres, on vous les a communiqués. Si vous voulez que je les détaille peut-être ou pas, dites-moi. Donc au chapitre 13, tout à l'heure on en parlait, ça tend à disparaître. On a mis une prévision à 5 000 €. Sur les produits de services, là où on avait prévu 100 000 € en 2025, où on a touché 95 298 €, on va partir sur 100 000 en inscription.
Sur les dotations PSCI, les DLTO, les départements, on avait une prévision à 917, on a touché 1065, on repart sur une prévision à 920. La fiscalité locale, 915, on a touché 963, on prévoit 925. Les dotations État, l'ASP, c'est l'Agence de services de paiement de l'État, qui vient pour la partie de 1 euro, qui vient pour le remboursement de salaire des agents qui sont en contrat aidé, où là on avait prévu 450 000, on a touché 544, on repart sur une inscription à 450. Location, occupation du domaine public, on avait prévu 20 000, on a touché 22 900, on repart sur 20. Et en dépenses, là où on avait prévu 798, on a réalisé 698, on baisse effectivement ce chapitre 11, et il va falloir faire des efforts de rationalisation sur le chapitre 11, c'est nécessaire, une inscription à 740 000. Les charges de personnel à 1 500 000, on a fait pratiquement 1,4 million. On est parti sur 1 550 000 prévoir, parce qu'il y a toujours ce sujet de la police pure et communale, mais ce n'est pas à moi d'en parler. La péréquation de la CAPH, 15 000 €, c'est la partie que la CAPH nous reprend. Donc là, on a repris 6 693 €, on reprévoit 15 000. Subvention indemnité des élus, au regard de ce qui est dépensé, 215 000, réalisé 139 600, on prévoit 185. Les intérêts de la dette, on les a annoncés tout à l'heure, on réalisé 51, on prévoit 60. Les charges exceptionnelles, des admissions non valeur, et les amortissements, pareil, on avait 19 000, réalisé 14 000, on remet une prévision à 20 000. Est-ce qu'on, je vais quand même reprendre, si tu peux me permettre, Nicolas, sur ce qu'on va travailler quand même en 2026, en vous donnant précisément. On va travailler beaucoup sur le chapitre 12. Comme vous voyez, c'est ce qu'on appelle les charges du personnel. Alors forcément, on dit, oui, les charges du personnel. Je pense que je vais surprendre personne. Vous voyez quand même toujours nos agents quand même serviables, disponibles, répondant à beaucoup de choses. Que ce soit au niveau de l'entretien des espaces verts, on en parlait tout à l'heure, ou au niveau des sollicitations, au niveau des associations. Leurs heures ne sont pas à rallonge, donc plus on nous demande des services, entre guillemets les services habitants ou les services des associations, c'est la même chose, plus on est obligé d'accompagner en puissance notre personnel. Je vous donne un exemple, ici en administratif, vous connaissez tous la mairie, ils sont plus que limités. Aujourd'hui, on peut retirer personne au niveau de l'administratif. Ils font plus que ce qu'ils devraient, c'est vraiment une réalité. Aujourd'hui, effectivement, il y a la police municipale, puisque c'est une demande des habitants d'avoir un peu plus de sécurité, notamment par la vidéoprotection, notamment par ces problèmes d'incivilité quotidienne, la circulation ou les stationnements. Donc ça, c'est vraiment une demande des habitants que M. le maire a voulu répondre. Donc forcément, c'est un manque de charge de personnel. Mais au-delà de ça, vous avez quand même les charges du personnel technique ou animation. Donc animation, on parlait tout à l'heure de la cantine à 1 €, donc on a dû accompagner cette jeunesse dans la Camargue, ça augmente encore nos charges de personnel, ou aujourd'hui les nombreuses sollicitations que reçoivent les services techniques. Donc en 2026, lors de la commission finance, pour ceux qui étaient présents, et ainsi que les élus qui avaient eu un petit peu une orientation budgétaire sur 2026, notre levier sera sur les charges du personnel. Mais on ne fait pas de miracle. Si aujourd'hui on n'établit pas par la suite ce qu'on appelle des orientations sur ce qu'on s'oriente, est-ce qu'on s'oriente plus sur la jeunesse, est-ce qu'on limite peut-être un peu moins sur les services techniques, il y aura forcément des choix à faire. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, avec notre fiscalité en baisse et toutes ces charges de l'État qui nous incombent maintenant désormais chez nous, puisqu'on est de plus en plus décentralisé, il faut automatiquement qu'on active ce qu'on appelle, ce que j'aime dire, des leviers. Donc notre travail, mon travail d'adjoint en finance, le travail du DGS ainsi que votre travail des élus, c'est où trouver ces leviers pour continuer à ce que la commune soit saine et viable via tout ce qui nous tombe dessus. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est une commune, excusez-moi, je vais peut-être choquer les gens, mais surdimensionnée en personnel. Mais on n'est pas surdimensionné parce qu'on se fait plaisir. On est surdimensionné parce qu'on nous demande du service. On nous demande de plus en plus du service. Il est là le problème. Alors moi, je dis qu'on n'y a pas pour le service. Mais aujourd'hui, il faut bien prendre conscience qu'avec la dette de l'État,
qui se repose de plus en plus sur nous, les collectivités, l'augmentation des demandes de services, que ce soit au niveau de la population, cimetière, entretien des pelouses, toujours nickel, ou même les associations, il faut énormément les aider, nos associations, je ne dis pas non plus, c'est le poumon. Mais aujourd'hui, il faut que chacun on puisse activer ces leviers pour pouvoir baisser ses charges de personnel. Vous verrez, Nicolas, vous fera voir tout à l'heure, on doit réduire fortement nos charges de personnel. Qui dit réduire fortement nos charges de personnel, c'est forcément s'appliquer sur nos CDD. Qui dit moins de personnel sur nos CDD, dit moins d'heures de production. Donc il va falloir qu'on fasse des choix. Voilà, tout n'est pas le de la Je vous ai transmis le tableau des effectifs avec d'une part les emplois permanents, donc le personnel titulaire, hein, aujourd'hui 22 agents titulaires de la fonction publique, et presque autant de contractuels, 20. Alors bien sûr en équivalent temps plein c'est pas tout à fait la même chose, mais on a presque autant d'agents contractuels que d'agents titulaires. Allez, pour une commune de 2300 habitants, 35 agents, c'est une norme. Alors, c'est difficile de comparer une commune à l'autre parce que une commune a plus d'espace vert que l'autre, une commune a plus de services que l'autre, et c'est parfois structurel, c'est parfois des volontés politiques, mais aujourd'hui, et ça c'est que mon avis technique, la commune n'a plus les moyens d'avoir autant d'agents. Voilà, ça c'est des élus ensuite qui prendront la réglementation, mais il va falloir effectivement, si on veut conserver des marges de manœuvre, trouver le bon équilibre entre cette réduction d'effectifs sans dégrader la qualité de service public, évidemment, mais c'est des choix qui, vous, les élus, seront à faire dans les semaines à venir. Effectivement, si on avait plus de possibilités de contrats d'insertion, la situation serait plus favorable parce qu'il ne faut pas se cacher en termes de charge de personnel. Un contrat d'insertion à équivalent temps plein coûte bien moins cher qu'un contractuel. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, on n'a plus de contrat d'insertion. On n'a plus de contrat d'insertion. On ne peut pas avoir autant de CDD classiques qu'on avait de contrat d'insertion à l'époque. Alors en 2021, en 2020, 2021, 2022, vous vous souvenez, pour ceux qui étaient élus, on faisait beaucoup appel à des PEC. Aujourd'hui, on les a plus. Et les services sont sur, voire même au-dessus. Aujourd'hui, on nous en demande encore plus des services. Et on n'a plus ces contrats d'insertion. C'est ce que est en train d'expliquer Nicolas. Donc, bien sûr, j'affole personne. On ne va pas réduire nos services. Notre population est attachée à ces services. Un cimetière propre, je le reprends, les pelouses, enfin les aides auprès des associations. Mais il va falloir quand même pouvoir trouver des leviers et que chacun, donc, autour de la table, les élus, puisse aider à mettre en place ces leviers. Donc ça c'est le travail des élus dans chacune des délégations, et de pouvoir y travailler avec les associations, avec les habitants, pour pouvoir réduire nos charges de personnel. C'est là où vraiment le point est important, et c'est là qu'est votre travail. Voilà. Allez, on avance sur la capacité à investir 2026. Donc le plan pluriannuel de la commune, qui était sur le précédent mandat, était ambitieux, notamment ce qui prévoit d'assumer la maîtrise d'ouvrage de l'opération de renouvellement urbain du quartier Usinor. L'équipe du financement de cette opération Usinor repose notamment sur la mobilisation des cofinancements apportés par les partenaires, la CAPH, le département, la région, l'État, pour un investissement sur la phase de 2025, la phase de 2023, et auparavant, de mémoire, à hauteur de 262 000 euros, mais pour cette phase de 2025 à hauteur de 809 000 euros, où la commune autofinancerait 24%, soit 162 000 euros. Alors avec effectivement un petit tableau récapitulatif du plan de financement, voilà, avec 809 000 euros, on le disait tout à l'heure, avec 50% qui ont été réalisés en 2025, donc avec 400 000 euros à réaliser sur 2026, et avec autant de subventions à percevoir, autour de 455 000 euros entre le département avec cette subvention, l'aglo qui nous a déjà avancé, donné 200 000 euros, et il nous reste 86 000 euros à percevoir, les 132 000 euros de CETEVA qu'on va percevoir cette année, donc pour des recettes à hauteur de 647 000 euros, donc avec une part d'autofinancement sur cette opération à 161 919 euros.
Donc dans les inscriptions budgétaires, ça se traduit de cette manière. Le remboursement de la dette ancienne représenterait 225 000 euros, tandis que les inscriptions pour les opérations s'élèveraient à 470 000 euros pour l'opération Usinor et 376 pour les autres investissements, soit un total de dépenses d'investissement estimé à 1 74 000. Et pour financer ces dépenses, la commune dispose de ressources propres, TVA, la taxe d'aménagement, de dotation d'amortissement, et des financements externes d'ores et déjà conventionnés, puisqu'on a été notifié, notamment pour Usinor, des subventions qui sont attribuées par l'AGLO et par le département. Donc dans ce schéma, il est proposé d'inscrire, comme l'année dernière, une ligne d'emprunt. On n'a pas eu recours à l'emprunt, mais on avait inscrit l'année dernière au chapitre 16 492 000 qui n'a pas été déclenché, mais c'est jamais décalage de subvention. La commune, avec les travaux qu'elle doit terminer sur Usinor, pourrait avoir besoin effectivement de trésorerie. Donc d'inscrire, ça ne veut pas dire inscrire, ça veut dire emprunter, mais c'est une sécurité. Il y a des lignes de trésorerie qui sont possibles, mais ce n'est pas forcément le plus déficient pour la commune. Et pour l'instant, on n'a pas inscrit le produit de cession, parce que vous allez me dire, oui, il y a le produit de la vente des terrains du lotissement des prêts. Ça avance, les derniers tracts administratifs sont en cours. On peut espérer une signature de l'acte pour cet été. Mais il faut savoir que ce retour d'argent qu'on aura, en discutant un peu avec la commission finances et avec les élus, on ne peut pas l'introduire pour combler un déficit ou autre. Cet argent doit être investi, doit pouvoir fonctionner, doit pouvoir être investi tout simplement. Donc on ne le met pas volontairement, cette entrée d'argent. C'est une connerie, mais pourquoi pas le placer? Parce qu'un placement peut rapporter de l'argent également. Vous voyez, c'est toute une opération financière. Donc on ne veut pas compter sur ce retour d'argent de la vente de la zone de prêt. De toute façon, quand la vente sera actée, le conseil municipal sera amené à délibérer sur une décision modificative qui verra inscrire la recette au budget, en section recette investissement. Voilà, comme ça. Aujourd'hui, je donne un exemple. Dans votre budget, chacun gère son budget comme il veut. Vous achetez une voiture. Vous achetez une voiture. Personne n'achète une voiture au comptant aujourd'hui. Moi, je ne peux pas. Par contre, aujourd'hui, on peut récupérer de l'argent, l'investir, ce qui permet. Moi, je ne peux pas avec une voiture au comptant, je suis désolé. Mais aujourd'hui, on peut prendre de l'argent, l'investir, et ça permet, on peut confier un crédit pour acheter une voiture. Il n'y a pas de tabou aujourd'hui. Donc cette ligne d'investissement que Nicolas met, c'est même pas pour ça. C'est tout simplement qu'en cas de, on ne reçoit pas les subventions à temps, ça permet justement de pouvoir respirer et pas de refaire un conseil extraordinaire municipal pour réinscrire une nouvelle ligne d'emprunt. Voilà. On ne sait jamais, on perd d'une part pour la suite. On ne peut pas vivre uniquement sur quoi qu'il en soit, si il y a forcément le conseil municipal qui est informé. Bon, on n'en est pas là, mais l'idée c'est d'inscrire, il ne faut pas avoir peur du mot emprunt. Là, la commune rembourse 220 000 euros par an. S'il y a un petit emprunt à 100 000 à mobiliser, ça ne mettra pas en péril les équilibres financiers de la commune. Pour terminer, comme lors des exercices précédents, il est proposé d'estimer une enveloppe réellement mobilisable pour l'exercice. De fait, sans mettre en péril les équilibres obtenus à l'exercice de 2025, l'enveloppe maximale dédiée au financement et de travaux peut être estimée à 190 000 euros pour 2026. Et là aussi, je rappelle qu'aucune ressource issue de cession d'actifs n'est valorisée. Donc, voilà, le déficit à couvrir, la dette de 125 000 euros, l'opération Usinor pour de 400 000 euros, la vidéoprotection qui reste à terminer sur 70 000 euros et d'autres dépenses sur une enveloppe maximum à 190 000 euros et en recette, l'affectation du résultat. Tout à l'heure, on a parlé de 521 000 euros, les subventions Usinor à hauteur de 300 000, les ressources propres à autour de 110 000 et un solde prévisionnel à couvrir en 2027 de 375 000 et cet emprunt 100 000 dans l'éventualité. Il faut savoir, ce qui est important quand même, c'est que financer aujourd'hui un projet comme Usinor à hauteur d'1 million d'euros sur nos
guillemets, nos fonds propres, c'est un gros mot, c'est exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de communes font recours à l'emprunt pour financer un tel projet. Alors c'est notre devoir de financer nos communes. C'est notre devoir d'accompagner ce côté moderne de nos voiries. Ça nous incombe, à nous, les élus, de pouvoir suivre justement ces programmes de rénovation de voiries quotidiennes. On a repris déjà maintenant depuis 6 ans. D'autres suivront, c'est important, c'est notre devoir. Aujourd'hui, avoir une opération usineur, certes, il y a des rentrées, des sorties, puisqu'on a les subventions, sur notre propre, on va dire, notre propre financement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et quelque part, c'est même très peu pour. Voilà, en conclusion, la situation financière de la commune demeure saine, portée par des fondamentaux solides issus du budget sur rigoureux des exercices précédents. Les ratios financiers qu'on a vus en début de présentation témoignent d'une structure budgétaire équilibrée et d'une capacité d'autofinancement satisfaisante. Toutefois, les perspectives de 2026 confirment l'entrée dans une phase de gestion plus contrainte pour les raisons notamment, alors finalement on pourrait se dire rapidement que le problème c'est pas nos dépenses, pas complètement, c'est surtout nos recettes, mais toutes les communes aujourd'hui sont contraintes de cette manière. La diminution attendue de certaines recettes conjuguées à l'augmentation des charges structurelles, notamment en matière de personnel, vient réduire progressivement les marges de manœuvre de la collectivité. Dans ce contexte, la capacité d'autofinancement bien préservée en 2026 s'inscrit dans une trajectoire à la baisse. Face à ces enjeux, des arbitrages ont été engagés, notamment en matière de ressources humaines, constituant, comme disait Vincent, le premier levier d'action mobilisable à court terme. Ces décisions visent à contenir durablement l'évolution des dépenses de fonctionnement, tout en préservant la qualité du service public rendu à la population. L'effort d'investissement, quant à lui, pourra être poursuivi, en particulier sur des opérations structurantes déjà engagées, dans un cadre nécessitant des choix et une priorisation assumée des projets. Et donc, dans cette perspective, la collectivité devra s'inscrire dans une logique de gestion sélective de ses dépenses et d'optimisation de ses ressources, afin de préserver ses équilibres financiers et d'anticiper les contraintes à venir, notamment à l'horizon 2027. On ne vous a pas proposé, contrairement aux années précédentes, le plan pluriannuel d'investissement, puisque nouveau mandat, aujourd'hui, Florence et moi, on vous a proposé une enveloppe mobilisable à vous, nouvelle équipe, de travailler sur ce plan pluriannuel d'investissement à l'aube du mandat et jusqu'à la fin du mandat, voire plus si nécessaire. Mais l'enjeu du mandat sera bien de concilier donc l'ambition soutenabilité financière en sécurisant les projets structurants tout en garantissant la stabilité budgétaire de la commune. Budget de transition finalement 2026. On a aujourd'hui les fondamentaux qui sont là. À vous les élus maintenant de nous donner la feuille de route de gestion pour que nos quotidiens, les équipes d'agents puissent répondre à vos attentes. Merci Nicolas. Donc vous avez bien compris que cette dette de l'État aujourd'hui se reporte beaucoup sur nos épaules. Je pense qu'on ne va pas revenir sur les exemples. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est que tous nous autour de la table, au niveau du conseil municipal, on est conscient de ces enjeux. On est conscient de ce qu'on a donné aux habitants, de ce qu'on donne aux habitants, de notre trajectoire où on veut aller. Donc on doit travailler tous ensemble sur ce qu'on appelle des leviers, parce que bien sûr, on doit continuer à véhiculer du service. Alors j'espère qu'il ne va pas encore continuer à augmenter parce qu'à un moment on ne pourra plus. On doit pouvoir travailler absolument sur ces leviers. Et comme Nicolas l'a dit, ce premier levier qui va être actionné, forcément, ça sera sur les charges du personnel. On est obligé. Il est hors de question d'augmenter les impôts. Moi, ni monsieur le maire, on en avait discuté parce que je suis adjoint en finance. Et je ne pense pas que les élus ici ou nos habitants souhaitent qu'on augmente les impôts. Donc c'est à nous, c'est notre travail d'élus, de pouvoir travailler ensemble, que ce soit la majorité comme l'opposition, à pouvoir continuer à faire vivre cette commune, à la faire évoluer, à la faire grandir dans ses investissements de voirie, de projets futurs, tout en essayant de trouver des leviers, une certaine coordination pour continuer à la faire vivre. Voilà, c'est tout l'enjeu d'un budget en 2026 aujourd'hui. Lié non pas à une mauvaise gestion, vous voyez qu'on gère très bien, lié, je le rappelle et j'insiste, à ce qu'on appelle un contexte économique de notre pays. Vous l'avez bien vu, parce que la fiscalité. On a de plus en plus la dette de l'État, pas seulement sur les ménages, mais également sur les collectivités. C'est vraiment le message que je tenais à passer. Donc nous, élus, notre charge est lourde, on a de plus en plus sur les épaules, et il faut se mettre au travail. Voilà.
merci à vous deux pour cette présentation. On arrive de la discussion. Si vous avez des questions à poser, je pense qu'il se fera plaisir d'y répondre. On va essayer. Avez-vous des questions, des remarques, des observations, des points d'éclaircissement également? On peut essayer de vous les donner. On a voulu que ce budget puisse être compris par tout le monde. Voilà. C'est comprendre les enjeux, c'est pas me répéter, et comprendre nos orientations et anticiper l'avenir. Voilà. Pas de questions? Alors, Je vais proposer de mettre à l'ordre les différents, à l'ordre du jour, on voter à l'ordre du jour les différentes délibérations. Donc la première délibération, c'est l'approbation du compte financier unique de 2025. Vous l'avez tous reçu dans votre boîte mail. Donc cette délibération permet de voter le budget, on clôture le budget 2025, donc avec un besoin de financement cumulé à 520 997,30. Et là, on va demander à monsieur le maire de quitter la salle. Bien. Désolée. donc, c'est pas grave. Vas-y. C'est Donc, bon. je vais mettre au vote ce point 1.1 d'approbation du compte de finances unique 2025. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Je vais rappeler monsieur le maire. Monsieur le maire, donc 4 abstentions. Merci. Je te laisse mettre au vote les autres points. J'ai beaucoup pas. Ah, bah, tu me fais parler. Donc on va mettre au vote le deuxième point qui est le 1.2, l'affectation du résultat 2025. Donc nous vous proposons une reprise de R002 en fonctionnement de 689 441,76. Alors un résultat cumulé de 1 210 439,06. Un résultat cumulé en investissement, comme on a vu tout à l'heure, de moins 520 997,30. Une affectation au 1068 en section d'investissement de 520 997,30 et une reprise R02 en fonctionnement de plus 689 411,76. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, on va passer pour 2026. Donc, on va voter le taux des taxes pour 2026. Monsieur le maire demande au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur les taux 2026 qui sont appliqués à la taxe foncière bâtie, donc vous avez bien compris qu'elle n'évoluera pas, la taxe foncière non bâtie, la taxe d'habitation sur résidence secondaire. Après avoir délibéré, le conseil municipal décide d'appliquer les taux suivants pour l'exercice 2026. Taxe foncière bâtie 37,73. Je vous rappelle que cette taxe est tronquée. Nous, notre taxe n'évolue pas. Taxe foncière non bâtie de 99,37. 93,37. La taxe d'habitation résidence secondaire 21,88. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Alors, j'ai une information à vous faire sur l'état annuel des indemnités perçues par les élus pour 2025 en application de l'article 2123-24-1-1 du Code général des collectivités territoriales, lui-même ici des articles 92 et 93 de la loi 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à proximité de l'action publique. Les communes sont tenues d'établir annuellement un état de l'ensemble des indemnités versées aux élus, lequel est communiqué chaque année aux conseillers municipaux avant le vote. Le présent état annuel retrace l'ensemble des indemnités versées aux élus au titre de l'année civile 2025. Donc, il est demandé, donc, date d'affichage, Bruno Raskevich mairie 24 169,92 euros brut, CAPH, donc ça c'est pour la mairie, CAPH 6412,44, CIMOUV 9224,04, total de 39 806,40 euros brut. Adjoint, 6000, c'est les mêmes pour tout le monde, donc les adjoints Carl Journet, Amélie Parti, Vincent Charlet, Isabelle Gauthier, Jean-Yves Terry, 6 905,64 euros brut. Conseiller délégué, Mathieu Bécard, Alain Bonafou, Chantal David, Joanne Dufour, Marius Armand, Henriette Flamand, 1923,72. Je rappelle que c'est sur l'année écoulée. C'est juste une information, il n'y a pas de vote. Nous allons passer au point 1.5, vote du budget primitif 2026 de la commune. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2312-2 et suivants, vu le compte financier unique 2025 approuvé par délibération du conseil municipal ce jour, après avoir entendu en séance le rapport de M. Vincent Charlet, adjoint en charge des finances, sur le budget principal, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le budget primitif 2026 pour le chapitre en section de fonctionnement et en section d'investissement, équilibré comme suit. Section de fonctionnement, recettes 3 109 441,76, dépenses 3 109 441,76. Section d'investissement, recettes 1 595 439,06. Dépenses 1 595 439,06. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bien, le point suivant. 1.6, subvention 2026 au CCAS. Le budget du CCAS doit, comme chaque année, être équilibré par une subvention du budget général de la commune pour poursuivre ses missions dans les domaines de l'action sociale. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'accorder une subvention de l'exercice 2026 de 35 000 euros au CCAS, versée en 3 fois. La première partie dès que la délibération sera rendue, sera exécutoire. La deuxième et la troisième dès que besoin. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. J'ai terminé, monsieur Monsieur le maire, je vous laisse reprendre la parole. Merci à tous. Merci, très bien. Je remercie à nouveau le travail qui a été fourni par nos services, comptables et donc aussi par nos services administratifs. Je remercie aussi le travail que tu as fait avec la commission. En aussi peu de temps par rapport au délai qui nous était imparti, je pense que c'est pas mal fait, même voire très bien fait. Moi, je n'ai pas de... Donc, je n'ai pas d'informations supplémentaires à vous donner, si ce n'est que nous nous reverrons pour un prochain conseil municipal aux environs du 4 juin. Donc, vous pouvez commencer déjà à noter dans vos tablettes que vous aurez un conseil municipal dans cette zone. Donc, c'est un jeudi. Voilà, pour ma part, pour les adjoints, si vous avez des communications particulières à faire, à vous la parole. Vincent, je pense que tu as assez... J'ai assez parlé, monsieur le maire. Les autres? Oui, quelques-uns. Alors, pour ma délégation fête et cérémonie, donc j'ai 3 dates importantes. Tout d'abord, une première commission fête et cérémonie qui s'est réunie donc le 22 avril avec comme ordre du jour la fête des mamans.
Une commission très participative, donc je tiens d'abord à vous remercier. Une deuxième date, le 1er mai à 11h, avec la remise des diplômes du travail à l'ancienne restauration scolaire à Franck. Donc, pour information, nous aurons 10 médaillés. Une troisième date, le 8 mai, la cérémonie commémorative de la victoire de 1945, en présence de l'harmonie de Montchaux-Bourouly. Donc, rassemblement à 8h30 devant la mairie, pour une cérémonie qui commencera à 9h. Voilà, merci beaucoup. Marie? Non plus? Ok. Est-ce que vous avez des questions particulières, des remarques? Non. Bon, bah, je n'en vois pas, donc je vous remercie de votre présence. Et, oh, pardon, Marius, excuse-moi. Moi, c'est pour communiquer que le 17 mai, il y aura la brocante, on fait les 10 ans, avec les manifestations. L'association a démarré 10 ans, on avait été précédé une année qu'on avait dû m'aider, soi-disant que pour, ils ont gardé la totalité de la recette, donc ça fait 10 ans qu'on rentre pour arriver à faire ce qu'on va faire le 17. Ouais. Bien. Ok, bon. Pas d'autres remarques? Oui. Bon, alors cette fois-ci, je vais pouvoir lever la séance et vous remercier de votre présence et de votre participation. Voilà, bonne soirée à vous.